Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, pile-poule spécial Ukraine avec Vladimir Fedorovski. On croyait ces images définitivement révolues. Des chars russes violant la frontière d'un pays européen, puis sillonnant les avenues de ses principales villes, des sirènes déchirant la nuit, des bombes sifflant au-dessus des immeubles, des familles apeurées terrées dans les sous-sols ou dans les stations de métro, des colonnes interminables de voitures surchargées tentant de fuir les zones de combat, des familles disloquées, des civils prenant les armes pour défendre leur liberté. Et pourtant, les événements d'Ukraine nous obligent à ce brutal retour en arrière de l'histoire. On se croirait revenu il y a 54 ans à Prague ou il y a 66 ans à Budapest, l'idéologie communiste en moins, le cynisme en plus. Que se passe-t-il donc à l'est de l'Europe? Comment a-t-on pu laisser les choses en arriver là? Pour ce pile-poule spécial Ukraine, j'ai invité aujourd'hui Vladimir Fedorovski. Vladimir, bonjour. Bonjour Marc. Alors, bonjour Vladimir, vous êtes diplomate, je rappelle pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas. J'étais diplomate. Vous étiez diplomate, vous êtes écrivain, russe, aujourd'hui français, d'origine ukrainienne. Évidemment, j'ai des origines aussi ukrainiennes. Mon père était et d'origine ukrainienne, voilà. Ukrainien. Donc vous avez été ukrainien symbolique. Et puis maintenant, je suis, disons, écrivain d'origine à la fois ukrainien et russe, le plus édité en France avec mes livres, mais j'ai joué un rôle assez précis avec Gorbatchev comme fossoyeur de la guerre froide. Voilà, vous avez été l'un des artisans de la perestroïka à l'époque de Gorbatchev. Et vous avez écrit un nombre incalculable de livres, on ne va pas tous les évoquer ici, vous connaissez. Vous avez écrit notamment une série romanesque sur l'histoire russe en 3 volumes. Et vous connaissez bien aussi Poutine, puisque vous avez écrit Poutine, l'itinéraire secret, aux éditions du Rocher, il y a quelques années, et que sort dans quelques jours, aux éditions Ballant, Poutine et l'Ukraine face cachée. Absolument. Voilà. C'est une étude très pointue sur le personnage, puisque tout le monde pose la question comment il va agir. Bon, je donne des clés, je raconte plusieurs Poutine, tout ça. On va en parler. On va en parler. On va revenir sur tout ça, puisqu'on a 50 minutes pour parler de cette situation de l'Ukraine et de la Russie. Et notamment, comme vous êtes un des plus fin connaisseur de l'histoire russe, de l'histoire ukraine et de l'histoire européenne en général, je voudrais qu'on essaye de replacer avec vous cette guerre russo-ukrainienne un petit peu dans la longue durée des relations entre l'Ukraine et la Russie. Essayer de comprendre un peu d'où vient la situation actuelle, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue, et essayer d'anticiper, si c'est possible, un peu les choses qui pourraient arriver, en sachant que, évidemment, les événements changent jour après jour en Ukraine. Cher Marc, je voudrais quand même, parce que vous avez si bien décrit la situation, je n'ai jamais pensé à ce qu'il arrive et je suis doublement bouleversé. Je suis bouleversé parce que je suis russe et ukrainien. Mon père était un grand Ukrainien, un héros de la guerre. Et puis, je suis vraiment quelqu'un qui est marqué par la guerre. Dans ma famille, il y avait 11 personnes qui ont été péries sur le front, notamment sur le front de Stalingrad, à la fois les Russes et les Ukrainiens. Et si Stalingrad
n'existait pas, détrompez-vous, Hitler aurait été là. Stalingrad, 27 millions de morts dans la lutte contre les nazis dans ce pays, ça me marque. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, vous avez remarqué, vous avez aimablement mentionné mon rôle pendant la perestroïka. Vous comprenez, je suis absolument bouleversé, je dirais bousillé, parce que l'œuvre de ma vie, on a créé un monde sûr, les frontières, les accords, beaucoup d'accords, on a travaillé avec beaucoup de gens, avec Mitterrand notamment, pour créer la sécurité de l'Europe. Rien n'existe pas. Et on est revenu aujourd'hui à un monde beaucoup plus dangereux, à mon sens, c'est-à-dire c'est pire que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait des accords. Aujourd'hui, les accords n'existent pas. Et ça va dans tous les sens. Il y a un mélange terrible, si vous écoutez ce qui se passe dans la presse, quand les spécialistes d'hier de Covid parlent de l'Ukraine. Bref, les gens sont dans leur schéma, ils prennent leur désir pour la réalité. Dans la réalité, il y a un mélange de gens dans la propagande et la politique réelle, ça concerne tout le monde. D'où vient la nécessité de revenir à des choses très profondes, ce que vous faites avec beaucoup de brio avec votre émission. Merci Vladimir. Effectivement, on reviendra sur toutes ces questions-là. Moi, vous dites que vous êtes d'origine, en tout cas partielle, ukrainienne, que vous êtes... Non, 50-50. 50-50, voilà, c'est ça, 50-50. Et non, mais ça souligne quand même la relation quand même historique, extrêmement lointaine et extrêmement profonde entre l'Ukraine et la Russie, quelque chose qui est organique, puisque il faut rappeler que la Russie, d'une certaine façon, est née à Kiev. Bien sûr, je vais vous dire une chose. Vous devez comprendre ça. Nous sommes les Ukrainiens et les Russes, il y a des mélanges ethniques. Moi, je représente l'exemple, mais plus de 30% des Russes, représentent un mélange avec les Ukrainiens. Tout ça, ça compte énormément et c'est très... Je suis déchiré de voir jusqu'à quel point aujourd'hui on est allé. Vraiment déchiré. Je pense qu'on a créé un monde très dangereux, pire que la guerre froide. Pire que la guerre froide, c'est un nouveau rideau de fer qui est installé. Il y aura deux blocs. Il y aura un bloc occidental, disons l'OTAN, qui était renforcé par Poutine. Encore il y a quelques mois, le président Macron il a parlé de la mort cérébrale de l'OTAN aujourd'hui. L'OTAN est plus que jamais soudé, mais paradoxalement, l'OTAN a soudé pour le peuple russe derrière Poutine et a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Il y aura de l'autre côté la situation où il y aura ce bloc anti-occidental. Tout ça, ça préfigure quelque chose de dangereux pour l'avenir et c'est de ça d'ailleurs que je parle. C'est pour ça que je publie ce livre sur l'Ukraine et Poutine, les faces cachées, parce que je raconte un monde plein de dangers pour l'avenir, avec les choses absolument imprévisibles et ça me rend triste à tel point que je ne dors pas la nuit. Ça, on peut comprendre et ça se sent dans votre voix. Et on est nombreux d'ailleurs à partager cette sensibilité, puisque, par exemple, dans la communauté juive, il y a énormément de gens qui viennent d'Ukraine. Et évidemment. C'est la population, cet arc, au 19e siècle, cet arc Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Pologne, représentait plus des 3/4 de la population juive mondiale, avec des concentrations en Ukraine extrêmement importantes. Avec évidemment une histoire absolument tragique des Juifs, dramatique des histoire Juifs d'Ukraine. en Ukraine. Donc Bien proximité. sûr. Ils sont dans mon cœur.
Et mélange des traditions, mélange des ethnies. Et c'est pour ça on a du mal à comprendre de loin comment Ukrainiens et Russes, puisque la haine va finir par s'installer, même entre des populations proches. Quand on se bat, il faut haïr son adversaire. Comment tout ça se passe? Non, du côté russe, c'est moins le cas. Pour l'instant, c'est moins le cas, mais ça peut arriver parce que vous comprenez, c'est les choses comme ça. Le déclic, je vais vous dire, soyons très clairs. Le déclic, c'était des années au fait post-communistes. On était très bon au moment de la sortie du communisme. Il y avait beaucoup de gens de bonne volonté et des grands diplomates d'ailleurs, puisqu'on est sorti sans effusion du sang du communisme. Et après, il y avait deux choix. Il y avait le choix d'associer la Russie avec le Nouveau Monde et repousser la Russie. C'est le deuxième choix qui a primé. J'ai eu quelqu'un que j'ai bien Vous connu, voulez un dire très qu'on n'a grand pas... ambassadeur américain. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Occident, après la chute de l'URSS, a finalement été pour le moins maladroite et porte une responsabilité dans la situation actuelle. Une partie de la responsabilité, parce que la responsabilité principale, quand même, ça revient aux Russes, parce que au lieu de construire un nouveau monde, ils ont commencé à voler leur pays comme jamais dans l'histoire économique mondiale. La phrase terrible qu'il m'a prononcée le jour de la fin du communisme, j'ai demandé à l'époque à Helsinki, j'étais porte-parole des antiputschistes contre le putsch communiste autrefois, de la résistance au putsch, et par conséquent, j'ai fréquenté beaucoup à l'époque Helsinki, vous vous souvenez, son truc avec Absolument. le char, Discours sur le char. qui a été sur le char, bien sûr, il était personnage d'ailleurs emblématique, après il était nul, mais pendant la résistance, il était assez impressionnant, j'aurais pu vous raconter. Et bref, après avoir bu 2 bouteilles de vodka avec lui, chacun, le jour de la fin du communisme, je lui ai demandé, président, qu'est-ce que vous voulez faire après? Et il a dit, je vais le nommer milliardaire. Et cette phrase, ça m'a resté dans la tête, parce qu'on m'a nommé milliardaire, ça veut dire que hier vous étiez un apparatchik communiste, et demain vous êtes, en quelques jours, vous devenez un des plus riches hommes de la Terre. Il y avait des cas absolument en quelques jours, pour rien. Mais ça concernait 3% de la population. 3% de la population détenait plus de 50% de richesse de la Russie. Et à l'époque, 50% de la population frôlait le seuil de pauvreté. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. D'ailleurs, d'où viennent les erreurs d'analyse à propos de sanctions, parce que sur Helsinki, les gens vivaient 10 fois moins bien que sur Poutine, et ils peuvent supporter toutes les sanctions. Ils gardent ça dans l'esprit. Mais bref, il faut revenir à ça. 50% de la population frôlait le seuil de pauvreté à l'époque. Et les Russes, ils ont été désemparés. Tout d'abord, c'était l'inflation, 2500% de l'inflation pendant la période des années, au début, par exemple, dans 93. 2500. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 50% frôler le seuil de pauvreté. Tout ça, c'est les choses qui comptaient. Et les Russes, ils ont été désemparés. À mon époque, ils ont été à 80% pro-européens. Maintenant, c'est à peine à 10%. Ça en dit long sur l'état d'esprit. Les Russes ne désirent plus l'Europe. Ils disent que l'Europe a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes, qui est en train de s'islamiser. L'antisémitisme, d'ailleurs, s'installe un peu partout. Et ils se détournent de ça. Ils veulent jamais plus ça. Ils regardent l'Asie. Et le problème majeur que les Russes, ils ont compris à l'époque, tout d'abord que la démocratie est associée avec le vol organisé, avec la corruption. Ils utilisent le mot pas démocrate et démocrate, mais démocratie, ça veut dire démocrate voleur. Et la compréhension, même pas, le phénomène de Poutine est engendré par ça. Poutine, c'est pas seulement lui, on dit paranoïaque, dingo, c'est ridicule. Il exprime quelque chose de profond, il exprime
la rupture définitive, à mon sens, avec l'Occident, avec les répercussions absolument majeures d'ailleurs pour l'Occident, parce qu'il y aura des prix de gaz qui vont augmenter 10 fois, il y aura un choc pétrolier. Les seuls gagnants d'ailleurs dans cela, ce sera Israël, puisque les capitaux russes ils vont aller en Israël. Mais oublions ça, simplement, ils ont compris que l'Occident ne voulait pas tuer le communisme. C'est un drame pour moi, c'est la perception. Mais il voulait tuer la Russie. Et à un moment donné, c'est-à-dire le phénomène de Poutine, c'est un phénomène assez particulier. Poutine reflète cette évolution de l'opinion publique. Il y avait la Yougoslavie, il y avait la Libye, on a promis la démocratie en Libye, on a eu des réfugiés partout et on a détruit la Libye. Il y avait l'Irak, il y avait toutes ces choses-là et il y avait la rupture, la tension avec l'Occident. Il faut dire que pour vos auditeurs, je tiens à vous dire qu'il y a une différence de démarche entre l'Occident et l'Israël. Je vous signale qu'il y a sur le fond de tensions terribles avec l'Occident, sans précédent maintenant. Il y a des rapports de confiance qui se sont installés entre la Russie et Israël. Il faut dire que le Premier ministre Netanyahou, il a beaucoup travaillé sur ça, mais le Premier ministre actuel aussi il travaille sur ça. Ce n'est pas par hasard qu'il a proposé d'ailleurs la rencontre entre Zelensky et Poutine dans les plus brefs délais. Et j'appelle d'ailleurs l'organisation où on veut de cette rencontre de la plus bref délai pour éviter le pire. Alors, Vladimir Fedorovski, on a quand même, on va revenir sur Poutine et sur ses aspects, mais on a quand même l'impression que les frontières dans cette région, Ukraine, Pologne, Moldavie, Russie, ont toujours évolué. Que ce sont ces multi-ethniques, ces multi-frontières, les choses ont évolué pendant longtemps. L'Ukraine a été sous domination lituanienne, sous domination polonaise, sous domination russe, a été finalement très peu de temps autonome. Est-ce que c'est un élément important qu'il faut avoir en tête ? Évidemment, mais vous savez, la dernière période, c'est quand même, il y avait des rapports, les Russes et les Ukrainiens, à la différence même des autres, ils ont vécu plus ensemble. C'est presque 400 ans, vous comprenez, ensemble. Tout ça, c'est les choses qui comptent. Et il faut comprendre que, vous savez, la chute de l'Union soviétique, c'est une chute d'un pays qui a eu des frontières administratives. Vous comprenez, quand Khrouchtchev a transféré la Crimée autrefois à l'Ukraine, c'était le transfert administratif. Les frontières ont été administratives. Et les gens qui ont habité, il y a le mélange tel que c'est très difficile. Il faut comprendre que, par exemple, 90% des gens de la Crimée n'ont pas accepté de vivre en Ukraine. Vous comprenez, c'est objectif. Ça s'est passé autrement. Sur le plan, vous comprenez, le référendum, on peut contester le référendum, mais c'est une contradiction que vous soulignez qu'il y a, les frontières ont changé, les frontières de Donbass ont changé, tout ça, c'est les choses évidentes et qui sont là, d'où les problèmes qui ont surgi. Ce sont deux choses différentes d'habiter dans une Crimée rattachée à l'Ukraine au sein de l'URSS et d'habiter en Crimée rattachée à l'Ukraine indépendante. Ce sont deux... Là, Mais complètement. Voilà. Vous comprenez, qu'on veut ou non, moi je veux vous dire, moi j'ai aucune... vous savez, j'étais pour entrer, pour que vous me situiez, vous comprenez, la perestroïka, c'est une antithèse de Poutine. C'est un mouvement démocratique, on a fait beaucoup pour la liberté de presse, etc. Et j'ai aucune sympathie pour Poutine, surtout j'étais son premier critique quand il était choisi comme marionnette. Et après, il est devenu marionnettiste, mais quand il était choisi par marionnette, si vous lisez mes déclarations et mes livres, vous allez comprendre que je suis nullement administratif, mais je suis amateur aussi de bon sens et de la vérité. Et vous comprenez, par exemple, dans cette affaire, il y a les contradictions, les frontières
qui ont été changés au moment de la fin de l'URSS. Après, ils ont été reconnus. Mais vous comprenez, l'Europe, aujourd'hui, elle a connu les frontières qui ont été changées. Kosovo, c'était les frontières qui ont changé. Et puis, il y a, même sur le fond, il y a les contradictions, il faut qu'on réfléchisse. Il y a les contradictions entre le principe d'inviolabilité des frontières et le principe de droit de peuple à l'autodétermination qui a été inventé autrefois par la diplomatie française et qu'on veut ou non, la majorité de la population de Crimée, par exemple, ils ne voulaient pas rester en Ukraine. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser la force pour changer les frontières. Ça ne veut pas dire que j'accepte la démarche de Poutine. Pas du tout. Mais simplement, quand dans votre émission, on réfléchit sur les choses. Je dis qu'il faut prendre en compte tout ça. Il faudra réfléchir sur ça. Et ça souligne la complexité des problèmes qu'on affronte et la gestion des problèmes. Mais je ne veux pas dire que la gestion de ces problèmes doit nous ramener à une confrontation nécessaire. Moi, je reviens à notre période de la sortie du communisme, quand on a géré les problèmes très délicats, très difficiles, dans la confiance totale, souvent des arrangements oraux, et on a sorti du communisme sans effusion du sang. C'est notre fierté. Les Russes détestent aujourd'hui cette période. Mais je tiens à vous dire, cette période qui n'appartient pas au passé, ça appartient à l'avenir. Une fois, Mitterrand m'a dit à ce propos, vous comprenez, tout ça, ça mérite une certaine réflexion et on est arrivé à la gestion nullissime, à mon sens, si tu me permettez le nom de la période post-communiste, quand on a repoussé la Russie. Je vais vous dire, je vous ai cité un grand ambassadeur américain, je tiens à rappeler encore une fois, Kennan, que j'ai connu. Il m'a dit que la plus grande erreur occidentale depuis Jésus-Christ, c'est le fait qu'il n'a pas associé la Russie, après la chute du communisme, avec l'Occident. C'était une erreur monumentale qu'on paye maintenant d'une manière très évidente. Et ça ne discute nullement, et je reste tout à fait critique par rapport à Poutine et toute son action, mais simplement c'est un élément de réflexion dans notre Mais alors, idée. Vladimir Fedorovski, on a doublé le coche d'une certaine façon à la fin du XXe siècle, dans les années 90. Est-ce qu'on aurait pu, est-ce que l'Occident, disons les choses, l'Europe, les États-Unis, aurait pu agir différemment et éviter cette évolution poutinesque, je dirais, de la Évidemment, Russie? vous portez une énorme responsabilité, détrompez-vous. Pour être franc, les Russes, ils portent responsabilité, mais vous portez une énorme responsabilité. Tout d'abord, vous auriez pu éviter la gestion qui était une gestion pitoyable d'Eltsine. Vous auriez pu soutenir Gorbatchev en 1991 pendant l'été, et dans ce cas-là, il n'y avait pas de putsch, et Gorbatchev, il était prêt à construire un nouveau monde. Il a tellement, vraiment, les Russes le reprochent beaucoup, mais comme c'était un homme de paix, parfois naïf même, vous comprenez, mais c'était un homme de paix, il a fait les efforts énormes pour construire un monde équilibré et une Europe disait Mitterrand, vraiment de l'Atlantique à Vladivostok. Mais il disait aussi Confédération européenne. Tout ça, on aurait pu éviter. Et après, il y avait ce mépris qui maintenant est sensible. Les Russes, ils ont pris comme ça. Quand on répète, vous savez, tout d'abord, l'économie russe a été détruite. L'industrie russe a été détruite complètement. 50%, ils ont perdu de l'industrie. Vous comprenez? Et après, il y avait cette perception que les Occidentaux me disaient souvent, ils me disaient que de toute manière, il y aura plusieurs Russies, que la Russie est terminée, etc. C'est comparable avec ce qu'il dit aujourd'hui à propos de sanctions, que les Russes ils vont vivre mal, ils vont virer Poutine, il y aura 10 fois, ils vont payer très cher ça, parce que le gaz va coûter 10 fois plus cher. Mais enfin, la même chose, il disait à l'époque
que la Russie, c'est l'économie déchirée, utilisons le mot, je reprends les mots d'Obama, que la Russie, c'est une puissance de second ordre, etc., etc. La Russie, vous comprenez, vous connaissez très bien l'histoire. C'est un pays qui a une histoire dramatique au XXe siècle. Ça, il y avait 25 millions de morts dans la guerre civile, dans les goulags, etc., dû au communisme. 25 millions de morts, le chiffre réel. Il y avait 27 millions de morts des Russes, des autres du pays, de ce pays, des Ukrainiens, dans la lutte contre les nazis. S'il n'y avait pas dans ma famille 11 personnes qui ont péri sur le front, je vous dis, à Stalingrad, s'il n'y avait pas de Stalingrad, Hitler aurait été là. Oui. Vous comprenez? Il y avait le mot, vous savez que le génocide prévoyait, tout d'abord, il y avait le Shoah, qui est dans mon cœur. D'ailleurs, ma femme a traduit pour les Russes le film de Shoah de mon ami Lanzmann. Je garde ça dans mémoire. Mais bref, il y avait Shoah, il y avait le génocide contre les Tziganes, mais il ne faut pas se leurrer. Hitler prévoyait liquider les Slaves. C'était les sous-hommes. C'était ça, la réalité. Vous comprenez? Et les Russes, quand il y avait ces deux éléments dramatiques de l'histoire de la Russie, qui donnent une résilience extraordinaire de ce peuple, la résistance extraordinaire de ce peuple, mais qui vous fait comprendre aujourd'hui les réactions par rapport à ce qui se passe, parce que contrairement à ce que racontent certains médias en Occident, les Russes sont soudés aujourd'hui derrière Poutine, parce qu'ils ont dit, leur perception, c'est qu'ils ont été refoulés, attaqués, humiliés par l'Occident, et maintenant ils ne veulent plus aller, ils ne peuvent pas reculer. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Mais alors cette perception, Vladimir Fodorovski, c'est une chose. On a l'impression quand même qu'il y a une évolution, il y a deux périodes, il y a deux Poutines d'une certaine façon. Effectivement, un Poutine qui réagit et qui prend sur lui ce que vous caractérisez comme étant une certaine humiliation des Russes à la fin du XXe siècle, au moment de la disparition de l'URSS. Et puis, on a l'impression qu'il y a un deuxième Poutine depuis quelques années, coupé de tout, et qui d'une certaine façon, tout seul, a transformé peut-être cette humiliation, du coup, en véritable paranoïa. Parce qu'il fonctionne quand même, maintenant, avec des schémas qui sont des schémas même pas du XXe siècle, du XIXe siècle. Ça, vous avez raison, qu'il fonctionne avec les schémas du XIXe siècle. Simplement, il fonctionne avec les schémas de rapport de force. Vous comprenez, il fonctionne comme Bismarck. Vous avez raison. Mais le problème là-dedans, vous comprenez, dans l'affaire, par exemple, moi j'étais créateur du système de sécurité européenne, qui était basé sur l'équilibre des forces, etc. Non sans ma participation, Gorbatchev, il a fait des gestes absolument extraordinaires à l'Occident, inimaginables même, pour créer ce système. Mais ce système a été détruit. Il a pris 500 millions de l'Allemagne. En échange, l'Occident, en ma présence, je voudrais vous signaler, parce que nous sommes deux survivants, heureusement qu'il y a un grand ambassadeur américain qui peut le confirmer, les Américains ont promis, Baker, pour être précis, en ma présence, a confirmé 2 fois ma présence, en distance de quelques années, que le temps ne va pas bouger d'un pouce vers les frontières de la Russie. D'un pouce, il a dit. C'était l'engagement. Et on a fait beaucoup d'engagements. Il a dit oral, bien sûr. Poutine, il dit que Gorbatchev était nul parce qu'il n'a pas fait le traité autour de ça. Mais vous savez, j'ai géré beaucoup de choses à la base des engagements oraux. C'est pas vrai, parce qu'il y a, à ce niveau-là, c'est les engagements oraux qui comptent. Mais ça a existé.
Aujourd'hui, tout ce système est détruit. Quel est le résultat de ça? Pourquoi il agit? Il faut comprendre que lui, vous dites paranoïaque, vous savez, je refute, c'est une facilité. D'ailleurs, souvent, pour vous dire la vérité, les gens que eux-mêmes paranoïaques, ils utilisent ce terme-là à propos des autres. Mais je ne voudrais pas entrer dans cela. Simplement, Poutine a une logique, vous avez absolument raison, du 19e siècle. C'est une logique des rapports de force qui n'est pas du tout la mienne. Mais ma logique, c'est le rapport des intérêts. Mais quand il évoque la possibilité de l'installation des fusées qui est à 5 minutes à la frontière polonaise ou en Ukraine, imaginons bien demain, ce qui est une possibilité réelle, compte tenu de rapports complètement exécrables aujourd'hui. Il n'y a plus de rapport d'ailleurs entre l'OTAN et la Russie. C'est une confrontation des Russes et leur perception des Russes, c'est déjà la guerre. Ouais. Mais je tiens à vous dire, si on installe ces fusées, c'est à 5 minutes de Moscou. Et pour Moscou, c'est une chose inacceptable. Je voudrais vous faire une parallèle. Vous imaginez bien que le Canada qui entre dans le pacte de Varsovie au temps des Soviétiques. Est-ce que c'était possible pour les Américains? Revenons à la crise de Cuba, nous vivons maintenant la crise beaucoup plus grave d'ailleurs que la crise de Cuba, détrompez-vous, parce que pendant la crise de Cuba, nous avons eu le temps. Il y avait quelques heures aujourd'hui pour discuter. Aujourd'hui, il n'y a plus d'heures, c'est une question de minutes. Pour aller jusqu'à Moscou, maintenant, ça prend 5 minutes. Et Poutine, il dit, je ne peux pas, je voudrais codifier ça. Je voudrais revenir d'ailleurs au système des rapports codifiés que Gorbatchev n'a pas su faire. Mais il a su faire d'autres choses, parce que je peux vous énumérer des traités que j'ai participé à l'élaboration de la négociation de ça, sur les fusées moyennes portées, sur le ciel ouvert, sur beaucoup d'autres choses qui n'existent plus. Il n'y a plus d'accord. D'ailleurs, il y a 2 jours, ils ont signalé que le dernier accord qui était conclu encore au temps de Brejnev, l'accord sur les armes stratégiques, ils vont sortir même de cela. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de contact. C'est ça aussi. Et je voudrais vous souligner la nécessité de garder les contacts. C'est pour ça que vous avez remarqué, j'étais un soutien passionné de la démarche du président Macron à propos, en faveur de la désescalade, comme il dit, et il continue à le faire. Et je le soutiens tous les jours. Moi, je ne suis pas obligé, vous savez, ni de vous parler, ni de vous parler dans les médias tous les jours, pour souligner que le moment est tellement dangereux qu'il faut garder le contact, qu'il faut essayer d'aller vers le chemin de désescalade. Quand la presse farfelue, il faut dire, tape sur le président Macron, je n'accepte pas ça, parce que nous avons maintenant 3 choix. C'est la guerre mondiale, et avec le côté rigide de Poutine, il est psychologiquement rigide, je décris ça dans ce livre sur Poutine et l'Ukraine. La psychologie de Poutine, c'est un enfant de la rue de Saint-Pétersbourg qui ne recule jamais. Et cette psychorigidité de Poutine, c'est aussi, ça me rappelle le côté psychorigide de Staline. Les Russes le portent maintenant au pinacle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas corrompu et surtout qu'il a résisté à l'accident psychorigide. Il ne reculait jamais. Et ça, c'est côté Poutine. Et de l'autre côté, pour être franc, j'ai travaillé autrefois avec Brejnev, vieillissant, et Biden, elle me rappelle un peu Brejnev. Vous comprenez, avec ce côté, l'influence de l'entourage, etc., etc. Ça nous donne un monde hyper dangereux. Et je vous dis, la première solution, c'est la guerre mondiale qui n'est pas acceptable pour moi. C'est un danger. Deuxième solution, c'est les sanctions. Pour ma part, à la différence de l'Occident, j'ai parlé tout à l'heure avec les Américains, ils sont persuadés que les sanctions seront efficaces. Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les Russes, ils ont vécu 10 fois moins bien sous Eltsine, et aujourd'hui, toutes les indications que sous Poutine, ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat maintenant. C'est assez significatif. Ils vont vivre moins bien, mais ils ont, pour l'instant, ils imputent ça à l'action de l'Occident et ils font
une sorte de bloc, un reflet légitimiste, toujours dans les périodes difficiles, il y a un reflet légitimiste. Poutine, il surfe. D'ailleurs, le président Macron, vous allez voir dans le contexte actuel électoral, comme si c'est la guerre qui nous guette, il y aura un réflexe légitimiste dans les élections même en France. Tout ça, c'est donc cas. Et puis, les répercussions majeures sur l'économie mondiale. Vous comprenez? Moi, je prédis le choc pétrolier, je prédis le gaz 10 fois plus cher. Il y a toute une tendance. Et puis, détrompez-vous. Même les gens qui réfléchissent en Russie, ils disent que les sanctions, peut-être, ça peut être une bénédiction pour l'économie russe parce qu'il y a un reflet un phénomène protectionniste comparable avec ce qu'il y a à la protection. Et les Russes, ils vont reconstruire une économie, il faut dire ce qu'ils appellent l'économie de mobilisation qui existait sous Staline, qu'ils ont l'habitude de cette économie, et ils vont réorienter tout vers la Chine. Simplement, le monde sera hyper dangereux. Moi, je publie ce livre pour vous alerter. Je parle de Poutine et d'Ukraine sur les faces cachées pour vous alerter que nous allons vers le monde hyper dangereux. Et puis, il y a un troisième élément, c'est la démarche du président Macron, et c'est pour ça que je le soutiens beaucoup, parce que, vous comprenez, c'est une démarche qui exige une fermeté et qui, quand même, garde une porte de désescalade, comme il dit. Et le président Sarkozy, d'ailleurs, utilise le même mot. Et je tiens à vous dire qu'il faut avoir énormément de courage. Et je le porte, moi. Quand je parle de la nécessité de garder les contacts, éviter la guerre mondiale. Vous savez, j'alerte, éviter les répercussions de la crise, ne pas vivre dans le monde imaginaire. Vous savez, je ne suis pas obligé de le faire, mais je suis tellement bouleversé que je le fais. Mais je tiens à saluer le courage du président Macron, parce que dans le contexte actuel, malgré, il fait ce qu'il faut pour la fermeté, mais en même temps, il ne ferme pas la porte. Et quand il a téléphoné encore hier à Poutine, il faut avoir énormément de courage pour faire ça. Alors, il faut saluer ça. Vladimir Fedorovski, d'abord, vous soulignez le courage du président Macron, effectivement, dans cette période difficile. Qu'est-ce que vous pensez du président Zelensky d'Ukraine? Vous savez, comme j'ai un côté ukrainien, je tiens à vous dire que le président Zelensky aussi fait la preuve d'un courage incontestable. Vous comprenez? Il a sous la pression. Vous imaginez bien le rouleau compresseur qui est à Kiev. Moi, je suis très inquiet pour Kiev, d'ailleurs, parce que vous comprenez ce que je voulais, c'est pour ça que je disais, les gens n'ont pas même compris, je disais, c'est inimaginable que les Russes aillent à Kiev, parce que je suis inquiet sur les répercussions militaires de l'affaire. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est les morts. L'autre jour, j'étais sur le plateau de télévision, il y a un ambassadeur français qui a dit que le temps est prêt à se battre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. J'étais perturbé par ça, parce que vous comprenez, les morts là-bas en Ukraine, et surtout à Kiev, c'est l'urbanisation de ça. Ils ont distribué les armes, tout ça, ça peut être loin. C'est pour ça que je conseille maintenant d'aller très vite, très très vite, se rencontrer. Et vraiment, j'appelle à se rencontrer entre Poutine et Zelensky le plus rapidement possible. Vous comprenez? Tout ça, ça compte, ça. Et les choses sont là. Vous comprenez? Il s'agit non seulement du destin de l'Ukraine, il s'agit non seulement de cette possibilité de libanisation de l'Ukraine, ce que j'aurais voulu éviter, mais il s'agit de la paix mondiale et de notre destin à tous. Il faut éviter la guerre nucléaire. Alors, Vladimir Fedorovski, vous dites la situation, et là, on veut bien vous croire, et ça nous effraie aussi, la situation est pire qu'à l'époque de la guerre froide, parce qu'à l'époque de la guerre froide, en gros, il y avait deux blocs antagonistes avec des idéologies différentes, mais qui arrivaient quand même à se parler au sommet. Là, vous dites, il n'y a pas de, il y a plus de contact. Non seulement se parler au sommet, il y avait des règles. Il y avait des règles, voilà, c'est ça.
Il y avait Il y des... avait des règles, des lignes à ne pas franchir. Il y avait, et puis il y avait, je vous ai dit, je vous dis, j'étais, vous savez, combattant aussi de la liberté de la presse, créateur avec mon ami Yakovlev de la liberté de la presse en Russie. Évidemment, là-bas, il y a beaucoup de propagande. Mais vous comprenez, ça me gêne quand je regarde aussi ces commentateurs, hier commentateurs de coronavirus et aujourd'hui commentateurs de l'Ukraine, qui sont dans leurs idées. Parfois, ils prennent leurs idées pour la réalité, ils sont dans leur monde, et aussi, en gros, les gens mentent de deux côtés et croient à leurs mensonges. Et ça devient la politique réelle. Et c'est pour ça que je suis terriblement... Il y a un aspect que je vous ai dit. Vous comprenez, pendant la guerre froide, moi je les ai connus, j'ai connu Kissinger, j'ai connu l'extraordinaire ministre des Affaires étrangères Védrine, ici, ou tous les ministres des Affaires étrangères, qui sont mon ami Kouchner aussi. Vous savez, il y avait des gens qui sont extrêmement compétents. Gromyko de l'autre côté, etc. C'est-à-dire il n'y avait pas de mélange entre la propagande et la politique réelle. Les gens ont été moins marqués par les choses de la politique politicienne, par les courts termes, etc. Ils savaient et puis, banalement, les gens ne dormaient pas pendant la crise de Cuba, ni au Kremlin, ni à la Maison Blanche, les gens ne dormaient pas. Ils comprenaient de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est une autre configuration. Vous savez, je vais vous dire, c'est très banal. Regardez leur visage à la télévision et comparez avec ce qui était autrefois. Et les visages, la télévision, c'est mortel aussi. Sur ce plan-là, d'où vient mon terrible inquiétude et cet appel que je renouvelle, vraiment se rencontrer le plus rapidement possible et éviter le dérapage guerrier et ne pas vivre de deux côtés dans le monde virtuel, dans le monde imaginaire. Aussi, regarder nos propres erreurs, regarder les choses, les équilibres des intérêts, et pas l'équilibre de la force. Oui. Alors, Vladimir Fedorovski, du fait qu'il y a ce problème, qu'il n'y a plus de règles, comme vous le dites, vous dites, bon, Poutine ne connaît que les rapports de force, et d'une certaine façon, est-ce que ce que font les Occidentaux en armant, en envoyant des armes et en agitant l'arme économique, enfin en activant l'arme économique, est-ce que ce n'est pas en fait de réciproquer d'une certaine façon, de retourner contre Poutine sa propre façon de faire, c'est-à-dire force mais contre force, évidemment, et on verra mais ce qui se simplement, passe. quel est le résultat? Vous comprenez, je regarde le résultat, je suis un homme pragmatique. Et vous comprenez, j'essaie d'ailleurs de vous donner les clés pour déchiffrer l'attitude de Poutine. Vous savez, dans mon livre, il y a plusieurs Poutines. Il y a Poutine espion, comment il agit d'ailleurs dans les négociations comme espion souvent, et pas comme diplomate. Mais le résultat est dangereux. Je dis qu'on est au seuil de la guerre et qu'il faut avoir beaucoup de... être très pointu dans l'analyse, ne pas vivre dans le monde imaginaire, ne pas se tromper sur les mots, ne pas se tromper sur l'interprétation des mots. Évidemment, le résultat de ça, c'est qu'on est dans la création d'un nouveau monde très dangereux entre deux blocs, etc. Et simplement, vous savez, je viens de parler avant de venir avec vous, avec les Américains. Et quand ils me disent que les Russes vivront mal, ils vont virer Poutine, c'est une simplification. L'autre jour, Biden, j'ai connu Biden, d'ailleurs j'apprécie Biden parce que vous comprenez, il était un très grand spécialiste de contrôle des armements. Quand je me suis occupé de contrôle des armements comme sénateur, je l'ai connu. Très pointu à l'époque, très intellectuellement fort à l'époque, contrairement à ce qu'on vous raconte d'ailleurs à propos de lui aujourd'hui, etc. Mais il y a quelques jours, quand il a dit à propos de sanctions, j'ai eu deux choix. J'ai eu un choix de la guerre mondiale, de l'utilisation des armes atomiques et le choix des sanctions. Quand il a prononcé ça, vous le percevez, et même les gens en Occident, il a analysé qu'il préfère les sanctions.
Vous savez quelle était la perception de Russes? J'ai fait une enquête, je suis pointu. Et leur perception qu'il y a une possibilité de l'utilisation des armes atomiques, et tout de suite, il a mis en alerte les armes atomiques. La perception de ça, vous voyez, nous avons deux perceptions complètement différentes. Les Russes analysent ça d'une manière, les Occidentaux analysent ça d'une autre. À propos de sanctions, l'Occident est persuadé que ça va donner le résultat. Regardez ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils vous disent que les Russes ils vont virer Poutine, il y aura une révolte et que ce sera un collapse de l'économie russe. Je vous dis, ok, entrons dans leur logique. Que c'est le collapse de l'économie russe. Je ne crois pas du tout. Il y aura une économie stalinienne qui sera, les banques peuvent être nationalisées, etc. Il y a deux solutions dans ce cas-là. Imaginons même si leur rêve que Poutine est viré se réalise. Vous savez qui sera à la place? Ce sera un nouveau Staline. Parce que moi, je suis lié avec le milieu démocratique à l'époque. Mais le milieu démocratique pro-occidentaux, disons, ils n'ont pas d'influence aujourd'hui. L'influence est minime dans les grandes villes seulement, etc., en Russie. Les élections, vous ne connaissez pas, mais je peux vous dire, dans l'Occident, personne n'en a parlé, mais je peux vous dire que les dernières élections russes en septembre ont été gagnées par les Staliniens. S'il n'y avait pas de tripatouillage de Poutine, il aurait dû former gouvernement. Vous comprenez? Si on est dans la logique démocratique. L'alternative, c'est ça. C'est ça, mon analyse pointue. Je vous dis pour l'instant, parce que vous savez, si la guerre dure et si ce que me disent les Américains, ce sera Afghanistan et ça. Mais simplement, comme je suis ukrainien, Afghanistan, ça veut dire des milliers, des centaines de milliers de morts avec en Ukraine. Et quand l'autre jour, l'ambassadeur français m'a dit que l'OTAN veut lutter, vous savez, combattre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, moi ça me perturbe, je ne peux pas accepter ça. Ça fait froid je dans le ne dos. peux pas accepter ça. Oui. Non, mais ça, évidemment, attendez, mais j'étais sur le plateau de la télévision. Vous comprenez? Il y a un public, il a dit. Vous comprenez? Il ne se rendait pas compte, je suis ukrainien et que je suis effaré par ça. Mais simplement, je n'accepte pas cette logique. Je vous dis, la logique guerrière, je n'accepte pas. Mais imaginons qu'elle marche. Imaginons que les Russes sont le dos de la mur, que mais compte tenu de ce que je vous racontais à propos de rigidité de Poutine, il a publiquement dit que le monde sans la Russie, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire que dans ce cas-là, il va utiliser toute sa force. Il peut détruire 1000 fois l'Europe, 1000 fois les États-Unis. Il a dans beaucoup de domaines supérieurs. Pourquoi il est agi maintenant? Parce qu'il a dans les armes hypersoniques, les armes Poséidon, ils ont acquis 5 ou 3 ans d'avance sur les Américains. Il peut agir maintenant, c'est ça. Mais vous comprenez, c'est-à-dire, dans la réalité, ces instruments de sanctions, contrairement à ce que pensent les Américains, par exemple, ce n'est pas un instrument de la paix, c'est un instrument de la guerre et de la vassalisation de l'Europe. Oui, mais Vladimir Fedorovski, c'est un instrument de la guerre parce que Poutine a déclaré la guerre. Il y a bien une réaction. Voilà. C'est normal. Mais ça, c'est simplement. Non, mais vous savez, dans les instruments, il a déclaré vous faites les sanctions et vous pensez que ce sera efficace. Que ça va, que les Russes ils vont se révolter, que l'économie russe il va s'effondrer et qu'il n'y aura pas de répercussions sur l'économie internationale. Moi, je dis ces sanctions, je comprends la logique, je comprends votre attitude. Simplement, je vous dis simplement, les Russes, ils vont vivre mal. Ils ont vécu beaucoup plus difficilement sous Helsinki. 10 fois plus que maintenant, que les Russes en réaction, pour l'instant, je ne sais pas comment ce sera après, mais pour l'instant, il n'y a pas d'Afghanistan, et c'est que pour l'instant, les Russes sont soudés. Tous les sondages confidentiels et ouverts confirment que cette action renforce Poutine. Poutine renforce l'OTAN, mais l'OTAN renforce Poutine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les choses comme ça, qu'il y aura une économie
alternative que souhaitent les néo-staliniens. Dans la réalité, les banques seront inévitablement nationalisées, il y aura les choses comme ça. Et puis, sur le plan de l'économie, une autre partie des gens plus sensés, les économistes, ils me disent que ce sera le fait protectionniste par rapport à la Russie. Et s'il faut comprendre, c'est un septième partie du globe. Ils peuvent vivre en autarcie. Ce n'est pas l'Iran. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est un septième partie du monde. Et en plus, c'est une civilisation de Tolstoï, de Dostoïevski, de Tchaïkovski et de tout le reste qui était blessée absolument par l'attitude méprisante de l'Occident ces derniers moments. Ils ne désirent plus l'Occident. Je vous dis, il y aura une rupture définitive entre Alors l'Occident et justement, la Russie Vladimir Fedorovski, qui me perturbe. sur cette question-là, on arrive à la fin de notre entretien, mais juste quelques minutes. Vous avez dit tout à l'heure une phrase que j'ai pris au vol. Vous dites que l'Occident est en train finalement de pousser les Russes dans les bras de la Chine, parce que c'est la Chine qui représente quand même la puissance économique mondiale. Ça, bien sûr. Comment vous réagissez par rapport à ça, que les Russes ne veuillent plus de l'Occident? Effectivement, c'est une donnée. Qu'est-ce qui peut se passer là? Il nous reste 2 minutes, malheureusement. Non, mais il y aura une alliance économique et militaire entre la Chine et la Russie. Et le monde que je décris avec beaucoup d'élan dans mon livre qui va sortir dans quelques jours, qui montre plein de dangers, Moi, je ne vous dis pas que c'est une rationalité. Je pense que c'est une grande erreur de la diplomatie occidentale, mais vous savez, je ne vous cache pas que je reste persuadé que l'intérêt national de la Russie, c'est de ne pas être allié de la Chine, mais d'être bicéphale, regarder la Chine et l'Europe. Et comme Ukrainien, je tiens à vous dire d'où pourquoi je soutiens les négociations, parce que le président ukrainien a dit qu'il accepte l'idée de l'Ukraine neutre. Et moi, j'étais comme Ukrainien toujours persuadé que l'intérêt national ukrainien, c'est de ne pas être un fer de lance de la confrontation avec la Russie ou de la guerre avec la Russie, mais d'être un trait d'union entre la Russie et l'Occident pour abréger, pour prendre l'argent chez les Occidentaux et prendre l'argent chez les Russes. Bref, cette crise m'affole, me déchire, et je suis plus que jamais inquiet. Mon seul réconfort, que les sanctions vont ramener beaucoup de capitaux russes en Israël qui mènent une politique plus subtile par rapport à la Russie. Vladimir Fedorovski, merci d'être venu. On a senti votre émotion. Vous nous l'avez fait partager aussi. Voilà, les gens, les auditeurs réagiront par rapport à vos positions. Vous me connaissez, vous dites aux éditeurs qu'ils sont dans mon cœur. Oui. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Et puis peut-être à bientôt pour voir comment toute cette affaire va évoluer. Et on l'espère le mieux possible. Merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Merci beaucoup, Vladimir.